monde. Premier jour de la Semaine internationale de la sensibilisation de l'épidermolyse bulleuse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pathologie, il s'agit d'une maladie génétique de la peau, très rare et très sévère dans la plupart des cas. Et les personnes atteintes sont communément appelées du coup enfants papillons, car ils ont la peau aussi fragile que les ailes d'un papillon. Donc une pathologie très douloureuse, très impactante pour les personnes atteintes comme leur famille. Et malheureusement encore une maladie dont on meurt aujourd'hui. Et Debra France, donc du coup une association loi 1901 qui se bat pour aider à donner des ailes à ces papillons. Et donc cette semaine, on organise un certain nombre d'événements pour sensibiliser, pour faire connaître la maladie, pour faire du bruit autour de cette maladie, notamment 5 webinaires donc sur l'épidermolyse bulleuse ou EB, comme on l'appelle également, et aussi le concours Dessinons des papillons en partenariat avec le laboratoire Urgo. Vous trouverez tous les détails sur notre page Facebook que je vous invite à aller partager, à aller vous abonner, cliquer sur j'aime si ça n'est pas encore fait. Donc, je me présente très brièvement. Donc, moi, je suis présidente nouvellement élue de l'association Debra France, atteinte moi-même d'une forme d'épidermolyse bulleuse simple, une forme très peu sévère, probablement une des moins peu sévères, mais qui, je crois, me donne de l'empathie et de la compassion pour comprendre aussi ceux qui combattent et qui vivent avec des fardeaux bien plus lourds. Donc aujourd'hui, on lance cette semaine avec ce webinaire ce soir sur une thématique de mieux vivre avec la pathologie. Et aujourd'hui, pour co-animer cette réunion avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenantes. Nathalie Vieira, qui est infirmière diplômée d'État, formée à l'hypnose médicale, Perrine Boeuf, qui est sophrologue, et Ambala Ishaya, qui est enseignante de méditation. Et on va évoquer ensemble l'importance du moral, du mental, dans l'influence et leur influence dans le cadre d'une pathologie telle que l'épidermolyse bulleuse. Car il nous semble que ce sont des outils que l'on va découvrir plus en détail qui peuvent nous aider justement à vivre mieux. Donc, pour vous donner un tout petit peu une indication sur le déroulé de cette réunion, chaque intervenant donc, va se présenter, va nous en dire un petit peu plus sur chaque outil. On va essayer d'avoir une petite impression, une petite présentation de chacun de ces outils. Et ensuite, on partagera ensemble, on verra quelles seront les questions de tout le monde, que ce soit sur Zoom, n'hésitez pas à partager vos questions sur le chat. Sur Facebook, si vous nous écoutez en live, mettez un commentaire avec grand plaisir. Donc voilà, en deux parties, on va donc d'abord faire une petite présentation et ensuite ce sera libre à vous de poser toutes vos questions, vos partages, vos échanges sur ces différents thèmes. Donc ce sera Nathalie Vieira qui va ce soir ouvrir le bal. Bonsoir Nathalie, merci beaucoup d'être là. Donc comme je disais, vous êtes infirmière diplômée d'État, formée et formatrice donc en hypnose médicale pour la PHP notamment. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Alors, bonsoir déjà à vous tous. Je suis vraiment ravie de participer avec vous à cette soirée. Alors, moi, je suis Nathalie Vieira, infirmière depuis déjà quelques années, depuis 2002. Après mon diplôme, en fait, j'ai pris un poste en réanimation. Donc, toute ma carrière à l'assistance publique hôpitaux de Paris au niveau des soins infirmiers ont été faits en réanimation, que ce soit médicale ou chirurgicale. En parallèle, parce que je suis curieuse, eh bien, je faisais des vacations au SAMU social afin justement de pouvoir prendre en charge et soigner les personnes sans domicile fixe. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir avec le SAMU mondial lors du tremblement de terre qui avait eu lieu en 2006 en Indonésie, afin de partir en mission humanitaire avec eux.
Au niveau de l'hypnose, moi j'ai découvert l'hypnose il y a déjà, pas mal d'années. À l'époque, en France, c'était encore très discret. J'ai découvert, lors d'un congrès justement de réanimation où là justement il y avait des Belges, des Suisses, des Canadiens qui eux déjà pratiquaient, qui déjà eux parlaient de l'hypnose dans les soins, l'hypnose dans justement la gestion de la douleur et justement tous les bénéfices que provoquait, l'utilisation de cet outil. Et donc, eh bien, à partir de là, je me suis vraiment intéressée, à cet outil, notamment qu'en tant que, ben, infirmière en réanimation, on est quand même témoin de la douleur, que ce soit morale ou la douleur physique et puis on se sent, eh bien, des fois démuni, donc on a besoin d'outils. Et donc je me suis tellement, intéressée à cet outil que, eh bien, j'ai fini par me former à l'hypnose et depuis que je me suis formée à l'hypnose eh bien, j'accompagne, des patients dans le libéral, notamment des patients qui, lors de maladies chroniques, ont des difficultés à vivre avec, justement les douleurs, que ce soit, physiques ou morales de ces maladies-là et puis j'enseigne. J'enseigne, notamment aux soignants, que ce soit, aux infirmiers, que ce soit aux kinés, aux psychologues ou aux médecins, par le biais d'instituts de formation type, et le CITAC et puis, je sensibilise aussi les étudiants infirmiers, car avec, des cadres infirmiers, des instituts de formation, on a créé un programme afin de sensibiliser déjà les étudiants, afin qu'ils puissent avoir des outils. Pour que, eh bien, dans leur posture soignante, ce soit plus confortable et à partir de là, déjà pouvoir, transmettre ces outils et améliorer, le soin avec les patients. Donc en fait, eh bien, l'hypnose, comment ça marche? Eh bien, si par exemple, je vous demandais à chacun de me dire en un mot ce que évoque pour vous l'hypnose, eh bien, on aurait un panel très différent de mots, et c'est bien normal parce que suivant ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit à la télé, eh bien, on a tous un peu une conception particulière de ce qu'on appelle l'hypnose. Et puis, ben, l'hypnose, pour faire simple, déjà, on pourrait dire ce que ça n'est pas. Et ce n'est pas une manipulation des personnes comme des fois on entend. Et ce n'est pas non plus un état de sommeil. Même si, eh bien, la racine de hypnose, c'est hypnos et qui veut dire sommeil en grec. Et paradoxalement, ce n'est pas du tout un état de sommeil. L'hypnose, en fait, eh bien, c'est avant tout un outil thérapeutique qui s'intègre aux soins et aussi un outil de communication. Pour faire, simple et pour que ce soit clair pour tout le monde, l'hypnose, si on pouvait le schématiser, comme un trousseau de clés, eh bien, ce serait un grand trousseau de clés avec plein de clés et notamment, il y a une clé qui s'appelle, une grande clé qui pourrait s'appeler la transe hypnotique puisque, eh bien, lorsqu'on accompagne, lors de soins extrêmement douloureux les patients, eh bien, ils se retrouvent dans un état, qu'on appelle, transe. Par exemple, eh bien, ça me fait penser, par exemple, à des patients en pédiatrie qui, notamment chez les grands brûlés en pédiatrie, on accompagne lors de soins très douloureux, eh bien, si on accompagne une petite fille qui adore Dora, eh bien, elle est vraiment là, elle est dans son lit et puis en même temps, eh bien, on va l'accompagner en lui racontant une histoire dans laquelle elle va pouvoir, aller, vivre des aventures avec Dora et Chipper le renard et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, toute la perception de l'inconfort du soin que le soignant est en train de lui faire ou toute la perception, de la douleur eh bien, elle va être modifiée. Ce qui va lui permettre de mieux vivre ce soin qui est inconfortable et qui peut être très douloureux. Donc voilà en gros, comment fonctionne l'hypnose et puis dans ce trousseau qui On vous a perdu un petit peu là, Nathalie. On va attendre que la connexion se rétablisse. Donc, n'hésitez pas, hein, comme c'est déjà le cas, d'indiquer vos questions si vous en avez.
On souhaite que ce soit le plus interactif possible. Les aléas, les aléas du direct, de la connexion. Alors, il semble que même elle est soit complètement déconnectée. Donc, en attendant que Nathalie nous rejoigne, je vais proposer à Perrine Boeuf de se présenter. Donc, Perrine, vous êtes sophrologue spécialisée en sophrologie pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous également? Oui, bonsoir. Donc, tout d'abord, merci de m'avoir proposé de partager ce moment avec vous. Et puis, je suis ravie de pouvoir aussi présenter la sophrologie. Donc, je suis Perrine Boeuf, je suis sophrologue depuis 3 ans, spécialisée chez l'enfant. Voilà, je me suis tournée vers la sophrologie après avoir rencontré plusieurs petits obstacles dans la vie, voilà, comme chacun rencontre. Et puis, voilà, ça m'a permis de me reconstruire, entre guillemets, professionnellement. Donc, voilà, la sophrologie, j'ai mon cabinet situé dans l'ouest lyonnais. La sophrologie, j'accueille des enfants, des adolescents et aussi des adultes en séance individuelle et également en groupe. Voilà. Je propose des séances au cabinet, mais aussi dans les milieux associatifs. Voilà. Je propose aussi également des séances en visio avec toute voilà, la situation actuelle. Voilà, j'ai adapté les séances en visio, principalement pour les adultes. Voilà, alors la sophrologie, eh bien, c'est une méthode naturelle qui est parallèle à la médecine traditionnelle. Elle permet d'accompagner la personne. C'est vraiment un accompagnement pour que la personne puisse retrouver un équilibre intérieur entre ses émotions, un équilibre avec aussi son mental, et puis un équilibre aussi au niveau du corps physique. Voilà. Donc l'outil principal de la sophrologie, c'est notre respiration. On a tous, chacun, notre respiration, donc c'est notre outil principal. Et à partir de notre respiration, eh bien, on va travailler avec des exercices pour libérer des tensions, aussi bien émotionnelles que physiques et mentales. Donc voilà, j'adapte les outils. Évidemment, avec les enfants, ce sera des outils plus ludiques, avec sous forme de jeux, sous forme de petites histoires. Voilà, avec des petits objets comme la plume pour souffler sur la plume, par exemple, pour s'entraîner à vraiment prendre conscience vraiment de sa respiration. Voilà, après les adultes, eh bien, on utilise beaucoup d'exercices dynamiques. Donc, en début de séance, souvent, voilà, on prend conscience d'abord de sa respiration et puis après, notre respiration va nous accompagner dans une détente pour ensuite creuser un peu plus loin et aller dans une détente visuelle, imaginaire, pour apporter du positif en fait à notre corps. Voilà, donc les personnes qui viennent me voir, eh bien, souvent, elles ont des petits soucis au niveau émotionnel. Par exemple, elles viennent de perdre quelqu'un, donc on va essayer d'accompagner la personne dans le deuil. Dans le deuil, voilà, ça peut être aussi au niveau du sommeil pour une personne qui vient me voir parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Donc, on va traiter euh, avec différentes manières, différents outils pour améliorer son sommeil. Il y a aussi des personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont trop stressées, trop angoissées. Donc, elles vont, voilà, on va travailler sur le lâcher-prise pour apporter plus de détente, pour accompagner la personne vraiment vers un chemin plus positif. Voilà, on va aussi apporter un bien-être physique, mental, et puis aussi pour préparer la personne, par exemple,
une épreuve, un examen ou une opération médicale, par exemple. Voilà, pour qu'elle arrive à mieux vivre la situation et puis à mieux l'accepter. Donc c'est vraiment un équilibre entre ce qu'on ressent au niveau de l'émotion, entre ce qu'on ressent au niveau du corps physique aussi et ce que voilà, notre mental quand on pour équilibrer les trois. Voilà. Merci Pour les beaucoup. enfants, Merci par pour rapport aux tout. enfants, on va plus travailler sur les émotions aussi, accepter les émotions, les connaître, les différencier. Travailler aussi sur la concentration pour les enfants qui ont quelques soucis pour se concentrer par exemple à l'école. Voilà, on va travailler également le sommeil, on va travailler voilà, la canalisation, etc. Pour que l'enfant puisse se construire et confiance en lui aussi voilà, pour la suite. Merci beaucoup, Perrine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur comment se déroule une séance, combien de temps ça dure, comment ça fonctionne? Oui, alors une séance d'adulte dure en moyenne 1 heure. Alors on va commencer par des exercices dynamiques, ce qu'on appelle dynamiques, des exercices de respiration. On va se trouver debout, où on va lâcher vraiment au niveau de la respiration, l'accentuer, retrouver sa respiration naturelle, prendre vraiment conscience de sa respiration. Et puis ensuite, eh bien, je vais amener la personne vers plus de détente. Donc pour ça, la personne pourra être assise et en prenant conscience de sa respiration, voilà, elle va être amenée à se détendre pour ensuite arriver à un état de sophroliminal, ce qu'on appelle sophroliminal, donc vraiment au bord du sommeil, pour arriver à une visualisation positive d'un paysage agréable. Voilà, on va essayer de guider la personne suivant la problématique aussi pour laquelle il vient. Pour les enfants, eh bien, il y aura aussi des exercices dynamiques, mais aussi des petites histoires, des jeux. Ça sera voilà, plus actif, plus dynamique, plus ludique. Et puis, pour les adolescents, eh bien, on aborde aussi la détente visuelle avec de l'imaginaire et où le corps est vraiment au repos et le mental est très actif pour accueillir toutes les nouvelles émotions, l'état plus positif. Donc pour les enfants, ça dure une demi-heure, les adolescents environ 40 minutes et les adultes 1 heure. D'accord. Et qu'est-ce qui est recommandé en termes de fréquence, du coup, pour avoir des bénéfices dans le quotidien? Alors au niveau des fréquences, c'est vraiment variable suivant la personne, suivant ses demandes. Ça peut varier de 3 séances au double ou 6 séances. Voilà. En général, on essaye d'être assez régulier au niveau des séances, une séance par semaine ou bien une séance tous les 15 jours pour que le corps aussi ait le temps d'intégrer ces exercices, de les mémoriser, de les enregistrer, parce que vraiment, les exercices que je propose, j'incite les personnes à les refaire chez eux, à les refaire dans leur quotidien, dans leurs moments, par exemple, d'angoisse, d'anxiété, pour que le corps vraiment s'imprègne de ces exercices-là. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre les séances en groupe et les séances individuelles? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, au niveau des séances en groupe, on va aborder des thèmes beaucoup plus globaux, on va dire des thèmes comme l'anxiété en général, des thèmes comme le sommeil en général. Et pour des séances individuelles, ça sera vraiment au cas par cas où je vais adapter les outils, où je vais plus cibler la problématique pour approfondir et pour vraiment accompagner au mieux la personne. Donc, si elle vient, par exemple, suite à un deuil, eh bien, je pourrais voilà, plus cibler sur cette problématique-là et après, peut-être même creuser un peu plus loin pour que la personne retrouve
retrouve de l'harmonie, retrouve de la joie, du bonheur, etc. Merci beaucoup, Je Perrine. me permets juste, Perrine, parmi les questions, figure celle de savoir si, donc, dans une pathologie comme l'épidermolyse bulleuse, les temps de soins sont très, très importants. Est-ce qu'il est possible de réutiliser des techniques apprises du coup pendant ces séances de sophrologie pour les utiliser pendant les soins concrètement sur ce temps-là? Oui, bien sûr, tout à fait. Quand, pour la gestion de la douleur, par exemple, pour des petits exercices de respiration qui vont vraiment libérer les tensions, qui vont libérer aussi notre mental pendant les soins. On peut s'imaginer qu'on se retrouve plus dans un endroit plus agréable, dans une situation plus paisible, plus apaisante. Donc voilà, c'est des exercices qu'on peut retrouver. Ça vous convient. Je crois que Nathalie est de retour parmi nous. Oui, je suis désolée, je m'excuse, j'ai eu un problème. Ça a été La coupure la nette. technique, la coupure nette. Je ne sais même plus où j'en étais. Je crois que j'étais à Dora ou un trousseau de clés. Vous nous Quelque chose parliez comme ça. du trousseau de clés et de Oui. la transe qui faisait partie du coup une de ces clés de ce trousseau. Oui, exactement. Et puis l'autre clé dont je parlais, c'était la clé de la communication hypnotique, qui va justement, cette clé, permettre aux soignants de travailler vraiment sur sa communication, sa façon de communiquer avec le patient, et qui va optimiser sa relation soignant-soigné et optimiser son alliance thérapeutique. Et on sait qu'en optimisant l'alliance thérapeutique, eh bien, à partir de là, eh bien, le soin il se fait dans de meilleures conditions, bien évidemment. Donc voilà un peu comment fonctionne l'hypnose et en quoi c'est utile l'hypnose dans les soins. Moi, ce qui m'a énormément intéressée dans cet outil, c'est le fait qu'on autonomise le patient. Et le but d'un soignant, et le soignant, il est heureux lorsque justement, eh bien, le patient, il n'a plus besoin de nous, en fait. Et en fait, l'hypnose est un outil que le patient s'approprie. On lui enseigne à intégrer cet outil dans sa pratique. Et comme ça, eh bien, je parlais justement d'un soin douloureux chez une enfant qui aimait Dora et Chipper le renard. Et bien, à partir de là, la petite fille est capable après de se mettre en auto, ce qu'on appelle l'auto-hypnose, de se remettre de partir dans son imaginaire, soit avec Dora, soit avec d'autres. C'est vrai que là, actuellement, autant en France, pendant longtemps, on a été un petit peu frileux, un peu en retard par rapport à d'autres pays comme le Canada, la Suisse ou la Belgique. En revanche, maintenant, et les neurosciences nous ont vraiment validé et montré, ainsi que toutes les recherches cliniques qui sont faites par l'efficacité et l'utilité de cet outil hypnotique. Et c'est en train de rentrer vraiment dans tous les services, que ce soit en maternité, que ce soit dans les soins palliatifs. L'hypnose est rentrée en France par les soins palliatifs et les blocs opératoires. En palliatif, elle a énormément aidé pour tout ce qui est les accompagnements en fin de vie. Au bloc opératoire, elle a été utilisée en anesthésie. D'ailleurs, on appelle ça l'hypnoanalgésie, l'hypnosédation. Et pour la douleur, on appelle ça l'hypnoanalgésie. Et donc, à partir de là, maintenant, on trouve vraiment, aussi bien dans les accompagnements, aussi dans les maladies chroniques, que dans les douleurs aiguës. Par exemple, le SAMU, les SAMU sont de plus en plus formés à l'hypnose. Eux, ils interviennent énormément sur ce qui est la douleur aiguë. Et puis dans les services où évidemment il y a des douleurs chroniques, beaucoup de douleurs chroniques, c'est un outil très utile, et pour le patient et pour le soignant. Merci Mais beaucoup. du coup, il y a Aurel qui demande à partir de quel âge on peut utiliser l'hypnose.
En fait, à partir du moment où il est possible d'avoir une interaction, que ce soit, verbale ou autre, mais il y a en fait, l'hypnose est une expérience relationnelle. Donc à partir de là, qui est relation, le soignant qui est formé à l'hypnose sait adapter par rapport à l'âge, par rapport aussi à la personnalité, que ce soit un enfant ou même, un adulte ou même personne âgée. Et Donc Marjorie demande si, pardon, Marjorie demande si on peut accéder à des formations sur l'hypnose en tant que parent pour accompagner ses enfants sur le temps de soins. alors, c'est une bonne question. Actuellement, on forme beaucoup les soignants parce que, c'est eux, en fait, qui sont en première ligne au niveau des soins. En revanche, il est vrai et on se rend compte que, en fait, l'entourage, lorsqu'il voit justement comment on transmet cet outil au patient, et bien, des fois, d'ailleurs, c'est le patient lui-même qui donne des outils de l'hypnose à son entourage, justement pour justement la gestion du stress ou des situations, des émotions un peu inconfortables. Mais à l'heure actuelle, que je sache, il n'y a pas de formation, à proprement dite pour tout l'entourage et les accompagnants. Mais en fait, ça fait domino, en fait. Il y a le soignant qui est formé, qui fait des soins et en même temps qui Merci beaucoup. Du coup, vous nous avez parlé de termes autour de l'hypnose. Donc, on a entendu hypnose médicale, hypnose analgésique, hypnose de sédation. Est-ce qu'il y a différentes hypnoses? Est-ce que l'hypnose qu'on voit à la télé, c'est la même chose? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu là-dessus? alors, pour éclaircir et je vais reprendre justement le trousseau de clés. Le trousseau de clés de l'hypnose, il y a plein de clés. Heu L'hypnose qu'on voit en spectacle, eh bien, enfin, une personne qui fait un spectacle en utilisant certaines clés de ce trousseau de clés, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire, le show, c'est de faire du spectacle. Nous, en tant que soignants, nous, on utilise des clés de ce trousseau de clés et notre objectif, c'est le soin. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs et on n'utilise pas du tout les mêmes clés et de la même manière. Donc nous, on est dans l'éthique, on est dans le soin, donc et on dépend tous de soit, nos décrets de compétences, soit de nos ordres respectifs. Le médecin, il va former à l'hypnose, va dépendre de l'ordre des médecins. Moi, en tant qu'infirmière hypnopraticienne, je vais dépendre de mon décret de compétences infirmier et pareil pour les autres professions, paramédicales et médicales. Merci beaucoup, merci. Oui, donc ça rejoint ce que vous évoquiez au départ pour insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une manipulation ou d'un lavage de Non, cerveau, non. et c'est bien pour ça que ces termes-là, médical, analgésique et cetera, sont rentrés dans le vocabulaire aujourd'hui aussi. D'ailleurs, moi, je ne vais pas accompagner un patient si je n'ai pas son accord. Tout ça, c'est une alliance, c'est un soin se fait à deux. Le soignant tout seul ne peut pas soigner la personne si elle n'en a pas envie, si elle ne donne pas son accord. Donc tout ça, c'est une alliance thérapeutique, une confiance, qui se crée pour que justement le soin se passe au mieux. Et moi, je ne vais pas faire une séance d'hypnose à quelqu'un qui n'en a pas envie ou qui appréhende ou qui a peur ou justement parce qu'il a entendu des choses concernant le spectacle. Non, non, pas du tout, non, non. Merci beaucoup. Vous me parliez aussi quand on préparait, du coup, ce soir, que vous étiez formé en TAC, TAC, technique Les TAC, d'activation de la conscience. Est-ce oui, que vous tout pouvez à fait. nous en dire un petit mot? Bien, les techniques d'activation de conscience, c'est en fait, d'ailleurs, c'est le docteur Jean Becchiot, qui a fondé, le Collège, international de techniques d'activation de conscience, le CITAC. Et en fait, c'est en prenant justement en compte tous les apports, des neurosciences qui, sont de plus en plus importants, car en fait, tous les mois, on apprend, de comment fonctionne un peu plus tous les mois notre cerveau. Eh bien, en prenant en compte toutes ces données de neurosciences, eh bien, par rapport aux données qu'on avait de l'hypnose,
eh bien, d'être encore plus pragmatique, être encore plus efficace, justement, en prenant en compte et ce qui permet aussi, en parlant de techniques d'activation de conscience, en étant plus proche de ce que nous apportent les neurosciences, aussi de permettre qu'il y ait moins d'amalgame justement sur cette terminologie d'hypnose où derrière on met beaucoup de choses qui n'est pas forcément justifiée. Oui, beaucoup de confusion, il semble, autour Exactement, de ces notions-là. Merci beaucoup, exactement. Nathalie. On revient vers vous après avec les questions. Nous allons passer maintenant donc à Ambala Ishayak, que j'ai le plaisir de recevoir ce soir, qui est donc psychodramaticienne, psychothérapeute et enseignante de méditation. C'est ce qui va nous intéresser un peu plus particulièrement ce soir. Bonsoir Ambala, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Bonsoir tout le monde et un grand merci de m'avoir invitée. Et oui, en fait, Clémence, vous avez déjà tout dit. Je suis psychothérapeute tous les jours et psychodramaticienne. C'est-à-dire que c'est la thérapie qui est ma profession. Mais parallèlement, j'enseigne et je pratique d'ailleurs la méditation depuis de nombreuses années, très nombreuses années, depuis une trentaine d'années. Et j'enseigne aussi depuis plusieurs années. Et par plusieurs concours de circonstances, j'ai eu la chance d'enseigner cette méditation qui s'appelle l'Ascension dans plusieurs pays du monde, notamment en Afrique et évidemment en France aussi. Mais je vis en Norvège depuis très très longtemps. Donc c'est ici que j'ai la plus grande partie de tout seul. La méditation est un outil individuel, portable, très pratique, qu'on a toujours avec soi et qui a des effets permanents. Donc, comme c'est un voyage personnel, je peux absolument partager avec vous ce que la méditation m'a donné, ce qu'elle a fait à ma vie. C'est que je me suis rendu compte de l'effet de mon mental sur le fonctionnement de ma vie, y compris mon corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a conscience des pensées qui, pour la plupart, sont négatives, on a, à travers la méditation, la possibilité de se familiariser avec un espace de paix qui est toujours à l'intérieur de nous et qui, en fait, est très, très proche de notre vraie nature. Avec la pratique de la méditation, on apprend à focaliser davantage sur cet espace de paix intérieure, sur cet espace de joie, plutôt que d'écouter et d'obéir aux pensées d'un mental souvent très, très actif. Quand on pense qu'on a entre 60 et 120 000 pensées par jour, on comprend l'importance de devenir conscient de l'impact que le mental a sur le fonctionnement de notre vie pour pouvoir justement faire ce choix. Et une chose très importante que la méditation m'a apportée personnellement, c'est qu'elle m'a appris tout doucement, tout naturellement, à ne résister à aucune expérience de la vie, quelle qu'elle soit. Et c'est un sauvetage de vie. Pour moi, ça l'a été en tout cas. Je n'ai aucune expérience de douleur chronique, mais certainement de douleur affective, mentale, morale. Et ça a été une énorme aide pour moi. Donc, ça donne, la méditation donne cette capacité de choisir sur le chaos mental ou bien sur la paix intérieure. Et un des buts principaux donc, de la méditation, c'est de calmer l'esprit, c'est de permettre à l'esprit de se détendre et de lâcher le stress accumulé non seulement au cours de la journée précédente ou des heures précédentes, mais aussi de
de la vie, au cours de la vie tout entière. L'influence des pensées sur le corps est absolument reconnue et je pense que vous en faites souvent l'expérience quand vous, par exemple, quand vous remarquez l'effet de la douleur physique sur l'humeur et vice-versa. Donc, la méditation, une pratique de la méditation va vous aider à devenir conscient des pensées ou d'une autre activité mentale qui provoque justement ce stress et le plus souvent la négativité. Et certaines pensées prennent souvent et inconsciemment énormément de place et elles sont souvent répétitives, destructrices, de par leur négativité. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive à modifier l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Et ça, c'est un cadeau, de pouvoir modifier l'histoire qu'on se raconte à soi-même, parce qu'il y a constamment un dialogue mental qui nous influence, qui influence la façon dont on vit, la façon dont on voit nos relations, la façon dont on accepte ou refuse certains événements de la vie, etc., etc. Donc la méditation va nous aider à nous débarrasser petit à petit de schémas, de programmes qui se forment dans notre esprit à partir de nos expériences de vie passées. Et par conséquent, ça va nous donner accès à cet espace de paix intérieure qui nous deviennent de plus en plus familiers et qui en fait nous procure un repos, une satisfaction de la vie, une facilité à accepter la vie telle qu'elle est, à accepter n'importe quelle émotion qui vienne en nous, à s'accepter tel qu'on est. Et je pense que sans une pratique comme ça, c'est très, très difficile à faire. Donc, en nous entraînant à revenir à cet espace, nous devenons ancrés dans le moment présent, ce qui fait que nous devenons moins sujets à l'influence des expériences passées. Ou d'ailleurs, l'influence de la peur des expériences futures même. Et pour faire cette expérience de la paix, on s'entraîne à l'aide de techniques de méditation à diriger l'attention vers l'intérieur afin de modifier la relation que nous avons avec nos pensées ou nos émotions ou notre condition physique ou sociale, n'importe quoi. À ce moment-là, on devient capable d'observer les pensées et le fait d'observer ces pensées crée un certain détachement, ce qui fait que on arrive à comprendre que nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre condition physique. Et donc, ce mouvement d'introspection permet de prendre du recul sur ces pensées, sur ces émotions, auxquelles nous attachons normalement, instinctivement, notre identité. Donc, à travers la méditation, il se passe un processus de désidentification de notre condition, ce qui nous ouvre à une expérience de liberté, de paix intérieure qu'on ne pouvait même pas imaginer possible. Mais ça demande une pratique régulière, assidue. Et ce que je pratique, c'est j'applique mes techniques 2 ou 3 fois par jour, tous les jours. Et petit à petit, ça devient un besoin que l'on crée parce qu'on se sent tellement mieux en pratiquant que sans cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bala. Oui, juste peut-être, est-ce que tout le monde peut méditer? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce que c'est réservé qu'à certaines personnes? C'est accessible à tout le monde. Quand j'ai fait mes voyages en Afrique, j'ai enseigné plusieurs centaines d'enfants de 5 à 6 ans.
Et pour eux, d'entrer en contact avec cet espace de paix intérieure, c'est extrêmement naturel. Parce qu'ils n'ont pas eu, à cet âge, ils n'ont pas encore eu le temps d'accumuler du stress ou d'accumuler tellement de pensées négatives, destructrices. N'importe qui, homme, femme, tous les âges, peuvent méditer. Et on peut penser aussi que ça a quelque chose à voir avec une pratique religieuse. Non, ça peut être une pratique absolument terre à terre. C'est un outil qu'on peut ajouter à n'importe quels autres outils, mais l'avantage, c'est qu'on l'a toujours avec soi. Merci, merci. Et du coup, on entend souvent, où il y a peut-être des personnes qui peuvent avoir la représentation ou l'idée que c'est difficile, que c'est dur, ou d'avoir eu des essais, d'avoir fait des essais et que ce soit vraiment difficile, compliqué, ou que ça paraisse impossible. Oui, mais je comprends parce qu'il existe énormément de méthodes de méditation et à partir du fakir sur les clous jusqu'à la méditation facile que je pratique, il y a énormément de possibilités. Moi, je préfère les méthodes faciles et rapides. L'ascension est absolument une méthode facile. On ne dépend pas d'une position physique ou de silence autour de soi, etc. Il est très, très, très possible de trouver une pratique de méditation qui soit facile à pratiquer, qui non pas compliquée. Plus c'est compliqué, plus on engage le mental. Et ça n'est pas tellement le but de la méditation. Et oui, ça semble effectivement contre-productif. Merci beaucoup, Ambala, formidable. Merci, merci à toutes les trois de votre présentation. Est-ce qu'Angélique, on a des questions déjà d'autres participants, que ce soit sur Facebook ou ici sur Zoom? Alors oui, on a Marjorie qui se demande combien de temps dure une formation en hypnose. Une question pour Nathalie, du coup. Alors après, cela va dépendre. Moi, j'ai fait une formation, j'ai fait la complète qui a duré 2 ans, donc des sessions programmées pendant les 2 ans. Après, il faut savoir qu'il y a des sessions de formation, par exemple, qui ne concernent que l'hypno-analgésie. Donc, justement, utiliser l'hypnose dans la douleur. Donc, ce sont des formations qui sont beaucoup plus courtes. Il y a différents formats qui sont proposés par les instituts de formation. D'ailleurs, si ça intéresse, c'est avec plaisir que je vous transmettrai des adresses d'instituts de formation. Donc voilà, donc en fait, ça va vraiment dépendre. Et puis, pour ceux qui ont besoin de cet outil d'hypnose justement en anesthésie, donc ça va être des formations plus courtes sur justement l'hypnosédation. Et puis, il va y avoir aussi des formations qui vont être sur quelques jours, justement concernant la clé dont je vous ai parlé, sur ce qu'on appelle la communication hypnotique. Donc tout ça, en fait, c'est variable et tout dépend, en fait, les besoins que la personne a et qu'est-ce qui l'intéresse, en fait, dans ce trousseau de clés, en fait. Merci beaucoup, Nathalie. Très intéressant. D'autres questions, Angélique? Oui, on a Aurel qui s'interroge de savoir si l'hypnose peut fonctionner sur un bébé de 18 mois, par exemple. Alors, j'en reviens toujours à mon trousseau de clés. Il y a plein de clés et notamment en pédiatrie, il y a de plus en plus de soignants formés en pédiatrie et donc, eh bien, ils vont s'adapter. Donc, il est évident qu'un enfant de 18 mois, on va pas du tout utiliser les mêmes clés qu'un enfant de 5 ans, de 6 ans avec qui on peut interagir et parler des héros, etc. En revanche, on va utiliser d'autres choses, que ce soit du visuel, que ce soit par rapport au doudou, ou en tout cas, il est possible, et justement, les soignants qui travaillent en pédiatrie, qui sont formés à l'hypnose, savent très très bien justement s'adapter et utiliser les clés suivant les âges des enfants qu'ils ont en face d'eux. Merci, merci Nathalie. D'autres questions ou d'autres... Ah, je crois qu'il y en a une sur Facebook. À partir de quel âge
peut-on proposer de la sophrologie chez l'enfant? Plutôt une question pour Perrine. Oui, alors la sophrologie pour les enfants, c'est plutôt à partir de 4 ans. D'accord. Voilà, 4-5 ans. À partir de 4 ans, pour faire des petits jeux, etc., de respiration. Donc, ils sont capables de prendre déjà conscience de leur respiration à partir de 4 ans. Avant 4 ans, je propose aussi des ateliers parents-enfants pour que les parents puissent prendre quelques outils pour justement refaire à la maison avec leur enfant en cas de crise, en cas de colère, en cas de douleur. Voilà, ils peuvent faire ensemble pour ces outils pour calmer, voilà, pour guider l'enfant en tout cas vers un mieux-être. Merci, merci. Vous pouvez aussi intervenir hein, si vous avez envie de prendre la parole pour témoigner, pour partager, pour poser des questions. Merci de toute cette présentation. J'entends vraiment qu'on a ici des outils qui sont différents. Il en existe encore même encore d'autres hein, et qu'il est très intéressant, je crois, d'essayer des choses, hein, d'essayer de voir ce qui convient. C'était d'ailleurs quelque chose qu'on avait évoqué ensemble, Perrine, qui convient peut-être sur une période donnée, en fonction des individus, en fonction des problématiques, on l'a entendu aussi. Et pour gérer du coup cette relation-là avec le mental, comme disait un sage, il faut faire la distinction entre ce que l'on a le pouvoir de changer et ce dont on n'a pas le pouvoir de changer et qu'il faut pouvoir accepter. On l'a entendu dans chaque présentation aussi, cette notion d'acceptation, d'accepter ce qui est et de changer finalement, puisqu'on ne peut pas changer l'extérieur, de changer de l'intérieur. Et cette approche, je crois, et j'aimerais peut-être vous interroger là-dessus, c'est aussi peut-être de s'interroger aussi en tant qu'accompagnant, en tant qu'aidant, en tant que personne de l'entourage, parce que c'est extrêmement difficile d'accompagner quelqu'un qu'on aime, hein, qu'on voit souffrir dans une pathologie et dans cette question de la problématique. Et donc, juste peut-être mettre un peu de lumière sur l'idée que cela aussi peut être bénéfique pour les personnes autour. Vous avez une réaction, Perrine, peut-être à propos de ça? Oui, pour les accompagnants, bah, voilà, la sophrologie va peut-être permettre de retrouver justement des ressources pour retrouver de l'énergie, retrouver le moral, retrouver des pensées plus positives aussi, retrouver quelque chose de vraiment une énergie positive, donc qui va après se refléter forcément sur l'entourage, sur la personne qui est soignée. Voilà, ça va. Une personne qui va se sentir mieux au sein d'une famille va forcément partager cet état autour de lui. Donc, pour la personne qui accompagne, c'est important aussi qu'elle soit voilà, prête, avec une bonne énergie, voilà, physiquement, mentalement et émotionnellement, bien sûr. Merci, Perrine. Est-ce qu'Ambala, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Je suis absolument d'accord avec ce que Perrine a dit. C'est très important pour les accompagnants de garder leur énergie intacte pour pouvoir en donner. Et non seulement ça, le fait de méditer, d'avoir une pratique de méditation avec cette possibilité de se reposer dans cette paix intérieure a un effet sur l'entourage. Même si l'entourage ne médite pas, l'effet sera considérable sur l'entourage si quelqu'un médite dans la famille. Oui. Donc, quand on fait des choses pour prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Le soin et le soin. Grand mot pour Debra et pour tous les enfants papillons. Nathalie, une petite réaction aussi? Bah, je pense que tout a été dit. Oui. En revanche, c'est vrai que voilà, les accompagnants
ont aussi besoin d'outils et plus ils vont avoir des outils en leur possession et plus ça va être utile pour eux. Si c'est utile pour eux, ça va être forcément utile aussi pour le patient dont il doit s'occuper de lui. Oui, je discutais avec quelqu'un qui me disait justement qu'il avait, que son enfant avait eu une séance d'hypnose et que la personne, le parent en l'occurrence, avait eu aussi besoin de lâcher à un moment donné et que la séance d'hypnose avait aidé à cela. Et oui, il faut pas je crois, euh, il faut se rendre compte de l'importance de tous ces outils-là qui peuvent vraiment changer les choses. Si je peux me permettre, Clémence, c'est vrai qu'on Oui. on s'en rend compte souvent aussi qu'en tant qu'aidant, on a souvent tendance à s'oublier en fait, hein. L'agenda fait qu'on ne trouve pas toujours le temps et des fois, il y a des périodes où on ne va pas bien, mais il va nous falloir un certain temps avant de se rendre compte qu'on ne va pas bien. Il va falloir malheureusement trop souvent peut-être attendre d'être vraiment dans le rouge, alors que peut-être on aurait pu détecter un peu avant qu'on était déjà dans l'orange, quoi, et qu'il allait falloir essayer de trouver des choses. Ouais, merci de compléter avec ça. C'était l'objectif d'aborder ce sujet, cette thématique-là. Est-ce qu'on a d'autres réactions ou questions, Angélique? Non, on a Augustin qui rejoint un petit peu les questions précédentes, qui veut savoir, donc ce qu'il en est des soins des jeunes enfants avant 2 ans. Qu'est-ce qui est préconisé pour permettre de les immobiliser plutôt, je pense, parce que c'est vrai que faire des pansements sur un enfant qui gigote dans tous les sens, c'est extrêmement compliqué. Peut-être Nathalie, si vous voulez répondre en premier. Eh bien, en fait, de plus en plus, hein, on est vraiment là on équipe de plus en plus les services d'outils, notamment en pédiatrie. Euh, et notamment un enfant, quand on a besoin de l'immobiliser, alors on va utiliser des clés de l'hypnose, notamment la communication, et puis aussi on va pouvoir utiliser d'autres choses comme de plus en plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans certains services, il y a des écrans avec, avec des dessins animés ou alors avec des animaux. Et l'enfant doit retrouver certains animaux qui sont cachés. Et en fait, à partir de là, ça permet d'avoir son attention focalisée sur autre chose. Et ce qui va permettre justement de prendre la distanciation, de défocaliser par rapport justement aux soins qui est en train de se faire. Et tout ça de plus en plus, hein, les services sont en train de se doter de nouveaux outils pour permettre que ce soit plus facile et plus confortable et pour les petits patients et pour les parents où c'est pas évident quand justement on est en train de faire des soins douloureux à leurs enfants. Merci Nathalie. C'est C'est vraiment d'ailleurs, ça pourra faire l'objet de notre émission, peut-être Clémence d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent s'interroger un petit peu sur le risque d'addiction aux écrans de nos enfants papillons, parce que c'est quand même finalement un outil absolument remarquable pour les distraire. Mais voilà, on se pose encore plus la question chez eux que pour n'importe quels enfants de ce risque d'addiction. exact, exact. Ça m'évoquait aussi l'idée de changer la focalisation et l'attention qu'on a entendu dans chacun de ces trois outils, ce qui est quand même très intéressant. Il s'agit de détourner l'attention, donc soit de la douleur, soit de la pensée qui intervient, et de changer le focus comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'entraîne. Des réactions, Perrine, sur cette question, cette dernière question? Oui, exactement. Le but, c'est d'attirer l'attention ailleurs pour diminuer la douleur, par exemple, pour emmener vraiment Alors, en sophrologie, ça peut être focaliser un objet, se concentrer dessus, observer sa couleur, imaginer sa texture, peut-être son odeur. Voilà, c'est attirer l'attention comme ça. Donc, avec un enfant, bah, ça peut être une poupée, par exemple. On voit une poupée ou un doudou, quelle est sa texture. Donc, ça réconforte, voilà, ça apporte un peu de douceur. Voilà, tout en travaillant les 5 sens de l'enfant. Voilà. Merci. Ambala, vous vouliez rajouter quelque chose? D'accord, très bien. Moi, je crois qu'aussi, c'est important, du coup, en tant que parent, en tant qu'accompagnant,
d'être le plus tranquille possible dans ces contextes-là difficiles de soins, et c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire hein, quand on n'en a pas à vivre ces 3 heures de soins tous les 2 jours. Mais je pense que la posture de l'adulte, du parent accompagnant et de son état d'anxiété, de nervosité, peut-être de stress et d'anticipation, peut aussi avoir un impact important sur l'enfant et sa façon de vivre aussi les moments. Est-ce qu'il y a d'autres questions thématiques, Angélique? Non, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Super, très bien. Il y aurait encore beaucoup à dire, bien sûr. On vous invite d'ailleurs, si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter, contact@debra.fr. Si vous suivez la vidéo après l'enregistrement sur YouTube, sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à poster aussi vos commentaires, vos remarques, vos questions en commentaire de la vidéo. On aura grand plaisir à les relayer auprès de nos intervenantes, qu'on remercie chaleureusement de votre présence éclairante. Je crois que c'est des outils dont on aurait tort de se priver. À chacun d'essayer, à chacun d'expérimenter, à chacun de trouver ce qui peut l'aider. En ces temps aujourd'hui, on se sent très isolé avec le Covid. On a l'impression d'avoir peut-être moins la capacité d'agir, de faire et de s'aider. Voilà, c'était aussi notre propos. Il existe plein de choses. Il existe beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi en vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous aider de ces outils-là. En tout cas, en faire la connaissance. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos questions, vos commentaires. Et continuez à faire du bruit hein, sur les réseaux sociaux toute cette semaine, hein, sur la semaine de la sensibilisation, l'épidermolyse bulleuse. Continuez à partager, à poster vos créations de papillons. On a déjà des merveilleuses réalisations, c'est formidable. À liker la page Facebook, hein, cliquez sur j'aime, invitez tous vos amis, tous vos contacts à cliquer sur j'aime sur cette page Facebook. On peut mieux faire, hein. L'objectif c'est 3000 likes hein, d'ici la fin de la semaine, on y croit. Et on vous attend nombreux pour les autres webinaires. Hein. Donc, petite pub sur le webinaire de demain qui va présenter donc, les résultats de la greffe de peau sur un patient atteint d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, donc les résultats récents qui seront présentés par le professeur Ovnanian. Donc, à suivre soit sur Zoom, vous avez toutes les informations dans l'événement, soit en live sur Facebook. Merci à tous, merci beaucoup. Au revoir et une très bonne soirée à vous. Merci aux intervenants. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.